Alors, écoutez, je crois que nous sommes encore dans la période de l'année à laquelle on peut prononcer des vœux. Je ferai le vœu d'être optimiste. Pour commencer, on va donc lancer une idée optimiste sur ce qu'est l'art des jardins et se dire que peut-être la conception des jardins pourrait être exclusivement liée à une démarche artistique, une recherche d'effets paysagers, une recherche de sens, de signification, une démarche d'évolution du style, essayer de faire évoluer le style, et que dans ce contexte, le bagage technique serait finalement quelque chose qui pourrait faire obstacle à la réalisation du projet artistique de jardin. Et en constituer donc une limite, un peu en fait de la même façon qu'on peut voir dans la main du peintre l'obstacle à la réalisation de l'œuvre picturale, parce que la dextérité de la main pourrait constituer cette limite. Alors, le progrès de l'art des jardins serait entièrement lié au progrès technique, ce qui est une idée, alors cette fois-ci un peu moins convaincante, voire dangereuse. Remarquons cependant ainsi que les gazettiers, les auteurs de traités, les confrères architectes ou créateurs de jardins, que ce soit au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle, les auteurs de guides de voyage ne cessent de remarquer et de vanter les prouesses hydrauliques dès qu'il y en a dans un jardin comme ici, donc à la Grande Cascade de Saint-Cloud, où personne n'aura manqué, que ce soit un commentateur du XVIIe ou du XVIIIe, personne n'aura manqué de saluer l'abondance de l'eau et peut-être pour une fois, dans un endroit pas si simple que ça, pas si facile à apprivoiser, quelque chose qui arrive à rivaliser avec les modèles italiens les plus reconnus. Donc ici, la Villa d'Este. Les commentateurs ne manquent pas aussi à aller relire l'édition de 1747 de Desailliers d'Argentville, la dernière partie consacrée à l'hydraulique. Dans le cas de Courrens, ici, Courrens, la limpidité des eaux, leur qualité. Donc cette question de l'hydraulique est toujours notée. Mais aussi, parfois, les commentateurs ne manquent pas de s'attarder sur l'aspect gigantesque, titanesque de certains chantiers de terrassement, comme ici, donc, le Grand Canal de Chantilly, qu'on peut deviner. Si on relit même, c'est assez étonnant, Clélie, vous verrez que la description de Vaux dans Clélie est en fait tout entière, quasiment tout entière, consacrée à vanter les merveilles hydrauliques du jardin de Vaux, ce qui n'est pas forcément a priori évident dans un texte littéraire. Alors voilà, la prouesse hydraulique serait quelque chose peut-être d'indispensable à tout jardin si on en croit les auteurs. Alors je vais essayer d'aller un peu à contre-courant de cette idée peut-être trop répandue qui consiste à associer à tout grand jardin un tour de force technique. Et vous êtes tous au courant, je pense, pour en avoir entendu parler abondamment, de ce tour de force qu'a été, on va dire pour le moment, qu'a été le nivellement du Grand Canal de Versailles, cette fois-ci, pour lequel on aurait fait appel aux membres de l'Académie des sciences, créée en 1666, pour utiliser un niveau d'un nouveau modèle couplé à une lunette et qui aurait permis, sur toute la longueur du Grand Canal de Versailles, de niveler ce Grand Canal avec une erreur limitée à 1 pouce, voire 1,5 pouce, c'est-à-dire de l'ordre de 3, 4, 5 cm maximum. J'ai été extrêmement chanceux de découvrir dans l'actualité bibliographique consacrée à la recherche en matière d'histoire des jardins que cette histoire de nivellement du Grand Canal de Versailles était en fait un mythe fomenté par Perrault, et je vous invite à lire la contribution remarquable de
Patricia Bouchenaud-Deschamps et Georges Farrat, dans un exemplaire, enfin dans un numéro tout à fait récent de la revue d'histoire de Versailles, où est démontré en fait que cette histoire de niveau, de précision, de complexité, de rivalité entre les membres de l'Académie des sciences, probablement, entre les différents architectes et intervenants qui apportent tous leur idée, eh bien, est une affaire entièrement montée. Et à la vérité, le Grand Canal de Versailles a été nivelé par les chefs de chantier avec les mêmes niveaux qu'on utilisait au début du XVIIe siècle, qui sont d'ailleurs en fait les mêmes qu'on utilisait déjà au XVIe siècle. Dans cet ordre d'idées-là, les machines hydrauliques, ici la noria de Liancourt, donc un jardin de la première moitié, ou on est encore à la première moitié du XVIIe siècle. Cette noria de Liancourt, en fait, n'a rien d'extraordinaire, puisque c'est un modèle qui a traversé l'Antiquité, qu'on retrouve, elle traverse l'Antiquité, et puis on la retrouve évidemment tout autour du bassin méditerranéen. Et vous voyez à droite une des norias de Hamas, celle-ci devant dater du VIe siècle, après Jésus-Christ. Donc au XVIIe siècle, la question de cette machine hydraulique-là n'a absolument rien d'extraordinaire. De même qu'en fait, la machine de Marly, extrêmement complexe, n'est en fait que l'adaptation d'un modèle déjà connu au Moyen-Âge qui servait à épuiser l'eau dans les mines de charbon. Et c'est en fait le principe d'une pompe hydraulique avec plusieurs relais. Et ce que vous pouvez voir ici, donc, vous voyez une première pompe qui rejette l'eau dans un réservoir. De ce réservoir, on prend l'eau grâce à une seconde pompe qui rejette dans un réservoir. Et ainsi, par un système de relais, on arrive à remonter l'eau depuis des profondeurs assez importantes. La machine de Marly, c'est la même chose. Ce sont 3 relais. Évidemment, l'échelle n'est pas la même, mais le principe, en tout cas, est déjà acquis et connu depuis longtemps. Et puis alors, pour essayer un peu de secouer cette idée entre guillemets trop répandue du tour de force, l'histoire de l'art des jardins, l'histoire technique de l'art des jardins est émaillée de quelques flops. On connaît un flop retentissant, alors cette fois-ci, allez lire l'article de Madame Claudius Petit dans la revue Polia qui traite cet article-là de l'hydraulique de la branche sud de Saint-Cloud, où on s'aperçoit grâce à elle, c'est elle qui découvre ça, que Monsieur Frère du Roi, pour son aqueduc alimentant le grand réservoir de Saint-Cloud, a fait réaliser un premier aqueduc dont on a tout oublié aujourd'hui, mais qui n'a jamais fonctionné, qui était plein de défauts, dont le nivellement était absolument raté, qui s'envasait tout le temps et qui n'a jamais apporté la quantité d'eau espérée, à tel point qu'il a fallu reprendre le travail à zéro et construire un tout nouvel aqueduc. Donc ce genre de déconvenu arrive. Alors, la prouesse technique, au moins systématique, serait peut-être une idée fausse. À secouer les idées comme ça, où va-t-on arriver ? J'espère bien vous faire arriver à quelque chose ce soir. Et ce que je vous propose de le faire, donc, c'est de le faire à travers quelques exemples en matière d'hydraulique et de terrassement. Le premier sujet qui va nous intéresser, donc, c'est la recherche de l'eau pour faire un jardin avec des jets d'eau, des bassins, des cascades. La première chose que le jardinier, que le concepteur des jardins va chercher à faire, l'une des premières choses qu'il va chercher à faire, ça va être l'approvisionner en eau. Et en fait, la façon dont on cherche les sources pour alimenter les jardins au XVIIe siècle est un excellent exemple d'une expérience du terrain, d'une connaissance du terrain, d'une recherche sur le terrain, bref, d'une appréhension et d'une lecture du terrain, qui est précisément le sujet qu'on va essayer d'aborder. Alors, cette question de la recherche de l'eau au XVIIe siècle, au moins dans le premier XVIIe siècle, se fait dans, un climat scientifique qui n'est pas si évident que ça pour nous à comprendre. Parce que les choses évoluent au XVIIe siècle, d'ailleurs,
Le XVIIe siècle ne suffira pas. Certaines théories de l'eau au XVIIIe siècle sont encore assez fantaisistes pour nous. Ainsi, Claude Mollet, lorsqu'il s'exprime sur la génération de l'eau, d'où vient l'eau, comment est-elle fabriquée, nous écrit dans le Théâtre des plans et jardinages, publié donc en 1652, bien que rédigé bien avant, vers 1614, nous écrit des choses assez surprenantes. Je le cite, excusez-moi de cette citation un peu longue, mais elle a un peu d'importance et je la décrypterai après si vous le voulez. Pour ce qu'il est nécessaire que le jardinier se connaisse quelque peu aux fontaines comme étant les âmes du jardin, joint qu'en plusieurs endroits il ne se recouvre que fort rarement des fontaines, c'est pourquoi, pour servir d'instruction aux jardiniers, j'ai pensé à propos d'en traiter ce que j'en ai pu apprendre par plusieurs excellents fontainiers. C'est bien sans doute, et nous est aussi enseigné dans l'Écriture sainte, en Esdras, qu'il y a dans la terre, même est-ce lieu montagneux et relevé, une infinité de creux et de cavernes remplies d'air et de vapeur, lesquelles, étant condensées, prises et congelées par la froidure, qui est perpétuelle, se tournant en eau et, se donnant voie par les veines de la terre, se font ouverture en quelque part et produisent des fontaines, des ruisseaux et quelquefois des rivières. Mais que toutes les fontaines du monde viennent de cette conversion et changement d'air ou de vapeur en eau, et de ces fontaines, tous les ruisseaux, et du ramas de ces ruisseaux, toutes les rivières et fleuves, je ne me le puis persuader, car si cela était attendu, la grande quantité de fleuves, rivières, lacs, ruisseaux, étangs et fontaines, il faudrait que la terre fût toute creuse, caverneuse et grosse de telles vapeurs et en perpétuelle production de tous côtés. Ce qui veut dire que Claude Mollet, qui est quand même, il ne vit pas tout seul. Alors, Claude Mollet, excusez-moi, jardinier d'Henri IV, dessinateur de parterres avec ses enfants, la famille Mollet étant une lignée de jardiniers royaux. Claude Mollet, en fait, est le premier grand auteur d'un traité exclusivement technique de jardinage. C'est-à-dire qu'il ne s'exprime pas sur un propos esthétique, théorique, mais bien sur un propos technique en matière de jardinage et de création des jardins. Et Claude Mollet a participé aux plus grands jardins royaux du règne d'Henri IV, que ce soit Fontainebleau avec le parterre de l'Étang, ou Saint-Germain-en-Laye, ou encore le jardin des Tuileries. Donc voilà qui il est. Donc voici aussi, qui l'entoure, la société de cour, et malgré cet entourage dans lequel on imagine il y a quelques scientifiques, voici ce qu'il nous écrit sur la façon dont est produite l'eau. Donc il imagine, vous avez compris, qu'il y a dans la terre des creux avec de la vapeur et que l'eau se condense sur les parois de ces creux et que cette eau arrive à s'échapper par des failles et qu'elle sort à des endroits où se trouvent des sources. Alors, bien que Claude Mollet nous écrive ceci, on trouve des auteurs qui commencent à se rapprocher de quelque chose d'un peu plus convaincant, notamment dans les 10 livres d'architecture, Vitruve, traité d'architecture traduit en français deux premières fois au XVIe siècle, et puis ensuite il y a eu les deux traductions de Claude Perrault en 1673 et 1684. Vitruve a l'air un peu plus au courant en fait de la chose dont les choses se passent. Il écrit ceci: quand on a une source toute trouvée et dont il coule quantité d'eau, c'est beaucoup de peine épargnée. Mais si l'on n'en a point, il la faut aller chercher dans la terre et la ramasser. Pour connaître les lieux où il y a de l'eau, il faut un peu avant le lever du soleil se coucher sur le ventre, ayant le menton appuyé sur la terre où l'on cherche de l'eau, et regarder le long de la campagne. Et si l'on voit en quelque endroit une vapeur humide s'élever en ondoyant, il faudra fouiller, car cela n'arrive point aux lieux qui sont sans eau. Surtout, le plus important arrive, il y a d'autres marques pour connaître les lieux où l'on peut trouver des eaux, savoir lorsqu'il y a de petits joncs, des saules qui sont venus d'eux-mêmes.
des aulnes, des vitex, des roseaux, du lierre et toutes sortes de plantes aquatiques. Donc là, déjà, on a une démarche qui passe par la lecture du terrain. Et le premier type de source qu'évoquait Vitruve, c'est celui-ci qu'on voit là. Donc là, en fait, c'est la source de l'Arène à Saint-Cloud, qui est une source qui jaillit simplement, qui sort du terrain. Pas la peine de chercher très loin pour la trouver. Voilà, ça sort abondamment comme ça du terrain. Ensuite, on trouve Olivier de Serres, qui est aussi intéressé par l'observation des plantes et qui lui privilégiera une implantation, enfin comment dire, une recherche sur le flanc des montagnes. Et ça, c'est un aspect très important, vous allez voir. Et puis ensuite, on pourrait évoquer Pline, qui demande aussi d'observer la campagne à la recherche d'exhalaisons fumeuses, Palladius, l'observation des plantes aquatiques, et le père Jean-François, le père jésuite Jean-François, qui à la suite de Cassiodore, lui préfère observer des nuées de petites mouches à la surface de la Terre au lieu humide. Bon, finalement, pour la recherche des sources, pour la méthode qui, vous l'aurez deviné, consiste à bien lire le terrain, Desalliés d'Argenville nous donne une synthèse peut-être en fait la plus convaincante. Et il écrit ceci dans son traité de jardinage, dans la 4e édition. Toutes les éditions ne sont pas aussi complètes. La 4e édition, donc on se trouve en 1747, on sort un peu de l'ère chronologique étudiée ce soir, mais bon, c'est un ouvrage qui synthétise abondamment l'œuvre du XVIIe siècle et de l'époque du règne de Louis XIV. Il dit ceci, Desalliés: « L'aspect du terrain, la situation du lieu et la nature des terres sont 3 choses essentielles dans la recherche des eaux. On entend par l'aspect du terrain qu'il soit couvert de plantes aquatiques. Ce seul aspect suffit aux praticiens pour connaître où est l'eau et sa profondeur jusqu'au lit de glaise, on retient ce mot aussi, qui la retient et qui se découvre souvent à mi-côte. Situation topographique à mi-côte, donc aussi. La situation du lieu s'entend de sa disposition avantageuse pour les eaux, telle que serait un terrain à mi-côte couvert de verdure, dont la pente peu considérable, une pente faible, donc, serait d'une vaste étendue. Si ce terrain est surmonté d'une hauteur plus élevée, d'une nature sablonneuse et pierreuse, dont il soit l'égout naturel, dernier terme à retenir, le sommet poussera les glaises à mi-côte et les découvrira à la vue, affleurement de glaise en fait, lien avec la géologie. On doit encore examiner la nature des terres, la couleur verdâtre ou blanchâtre que celle des glaises annonce sûrement de l'eau. En fait, ce que nous décrit là Desalliés correspond exactement à ce qu'est une source d'un point de vue géologique. Qu'est-ce qu'une source d'un point de vue géologique? Nous parlerons, attention, du cas le plus courant de ce qu'est une source. Donc voici un terrain qui pourrait être un peu n'importe où en Île-de-France, une petite rivière à creuser, une vallée avec des coteaux faiblement pentus, vous aurez remarqué. Et puis au-delà, donc le terrain continue. Ce terrain, qui peut être extrêmement vaste, comme finalement ne représenter que quelques hectares, reçoit annuellement des précipitations. Il pleut sur ce terrain. Et tout naturellement, l'eau va avoir tendance à s'infiltrer dans les premières couches géologiques, pardon, je vais dire d'abord pédologiques, puis ensuite géologiques. C'est ce qui est représenté ici. Nous avons ici un terrain avec, imaginons, 3 couches qui laisse passer l'eau, du sable, de la terre, du remblai, enfin des alluvions récentes, etc. Elle s'infiltre jusqu'à temps de retrouver, alors là, ça arrive, quand ça arrive, c'est la géologie qui décide de ça, une couche géologique qui, cette fois-ci, va être étanche. Alors typiquement, en Île-de-France, c'est une couche de terrain glaiseux qui fait pratiquement 10 mètres de profondeur et qu'on retrouve dans tout le bassin parisien. Et donc là, étant arrêtée dans sa course plutôt du haut vers le bas, l'eau est obligée de se mettre à circuler pratiquement à l'horizontale, mais en suivant les pentes de cette couche géologique. Donc elle coule, elle coule, elle coule. Et puis, donc, à un moment, cette couche étanche se met à affleurer, puisque nous sommes dans une pente, dans un coteau peu abrupt. Et c'est précisément à cet endroit-là que l'eau va avoir tendance à sortir et à former une source.
Si nous allons à Courance, qui est un terrain absolument magnifique pour étudier la façon dont fonctionnent les sources, 14 sources à Courance pour ce seul jardin, et qui donne des quantités d'eau continuellement et absolument prodigieuses. Eh bien, à Courance, ça va nous permettre de mettre en application ceci. Donc à gauche, une image aérienne avec le château, sa cour, le parterre, les douves en eau. Le miroir, ce n'est qu'une toute petite partie des pièces d'eau de Courance. Et à droite, un des masques, des gueulards qui décorent ces pièces d'eau. Voici le terrain autour de Courance. Donc, dans le cercle rouge, le parc est ici. Et puis ici, ce que j'ai entouré dans ce pointillé, et la page est un peu courte, pour représenter l'ensemble du bassin versant qui surplombe Courance. Donc le bassin versant, c'est tout ce terrain ici qui surplombe Courance, avec des pentes, ce qu'on arrive à lire ici sur la carte IGN, vous voyez les courbes de niveau. Ces pentes forment eh bien, un talweg central. Eh bien, ça, c'est le bassin versant qui reçoit les fameuses précipitations et dans lequel l'eau va s'infiltrer jusqu'à temps de retrouver sur son chemin souterrain une couche de terrain étanche, et après, elle va être obligée de couler eh bien, vers le centre du vallon et puis de se diriger, en empruntant l'axe du talweg, de se diriger tout droit eh bien, vers le parc. Mais bon, la source était là bien avant le parc, et on va voir tout à l'heure que tout ça n'a rien au hasard. Quand on se rapproche un petit peu du site, on observe ceci. Donc là, le fond de plan, c'est la carte géologique. Cette petite bande jaune, c'est l'affleurement glaiseux. Donc c'est sur cette couche géologique que l'eau coule de façon souterraine. Et donc c'est là, c'est précisément le long de cette bande que toutes les sources de Courance vont sortir. Et donc les sites dans lesquels les sources de Courance se forment et sortent de terre sont toutes sur cet affleurement argileux. Donc on en trouve, alors excusez-moi, mais de biais, je ne suis pas sûr d'avoir le coup de souris très précis, mais on trouve la source la plus importante ici et différentes sources là, à moins qu'on voit, voilà, on voit mieux ici, c'est plus près. Donc la source la plus importante de Courance, elle sort ici. On est exactement en face de l'axe du talweg du bassin versant. Et c'est une source qui sort dans cet étang, ici. Et puis la source numéro 2, c'est celle-ci, c'est la source du dôme. C'est une source assez abondante aussi, car on est peu éloigné de l'axe du talweg qui est cette flèche. Et puis on trouve une troisième source ici, la fontaine du roi, et une quatrième dans cette partie du parc, qui est la source du rond de Moigny. Et donc ici, vous voyez, ça sort exactement, eh bien, même, vous voyez, plutôt au sommet de cette couche argileuse, ça sort à droite de la bande représentée en jaune ici, pas à gauche. Voilà, mais à Courance, alors rapidement, voici comment sont captées les sources. Alors il y a des sources très abondantes qui n'ont pas besoin d'être captées. Elles forment un étang. On les envoie directement dans des bassins. Mais au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'axe de ce talweg, les sources sont plus petites, l'eau sort de façon moins évidente. Donc on a parfois eu recours à ce genre de fossé qui arrive à amasser, récolter tous les petits filets d'eau qui sortent à des endroits peu précis. Et on arrive, là on est en plein milieu du mois d'août, à toujours avoir un petit peu d'eau à ces endroits-là. Et ça, c'était un exemple qui n'est pas à Courance, mais pour que vous puissiez comprendre aussi cette question de lecture du terrain. Ça, c'est une source captée dans un petit jardin dont je m'occupe. On l'a capté tout simplement, in fine, en remplissant cette tranchée de cailloux. Et après, ça part dans un tuyau. On a réussi à capter cette source-là. Là, elle nous embêtait, en fait, plutôt à cet endroit-là. Ce qui est important ici de constater sur cette photo, c'est, petit 1, végétation caractéristique
de la présence de l'eau, et puis ensuite la couleur du terrain, puisqu'on est là typiquement sur un terrain glaiseux avec une argile gris verdâtre, qui est typiquement celle qu'on trouve en Île-de-France, même si là on est bien loin de l'Île-de-France. Voilà. Alors voilà pour la façon dont on recherche les sources. On va rester un petit peu à Courrens avec cette image qui montre quoi en fait. Évidemment, le jardin de Courrens est structuré avec un axe central représenté ici. Donc c'est l'axe principal du jardin avec, à cette époque-là, on est encore au XVIIIe, vous voyez une démultiplication des canaux doubles, qui a été une des grandes figures de l'art des jardins au XVIIe siècle en France. Donc évidemment un axe longitudinal, mais surtout ce qui est intéressant ici, c'est qu'on s'aperçoit que dans la répartition des pièces d'eau, la distribution des pièces d'eau à Courrens, notre plus grosse source, donc, elle coule ici. C'est celle qu'on voyait tout à l'heure sur la carte géologique, la source numéro 1. Et donc, ça a permis de créer finalement un deuxième axe dans la composition du jardin, qui est un axe plutôt hydraulique, avec deux étangs qui s'enchaînent, puis ensuite une foulerie ici, c'est-à-dire une foulerie de chanvre où on utilisait la force hydraulique, mais après, eh bien, un canal qui tombe en cascade jusqu'au Douve, on passe donc devant la cour du château, et puis ça se poursuit ici par cette pièce d'eau d'environ un arpent, encore une figure extrêmement répandue dans l'art des jardins au XVIIe siècle et déjà même au début du XVIIe siècle. Et puis ici, alors il y a l'autre source, la source du Roi qui coule par là, et ça a permis de créer là, un tout petit axe secondaire mais transversal qui est celui-ci, qui est l'axe en fait des nappes d'eau. Donc peut-être la façon dont est répartie la ressource en eau dans un jardin ou dans un terrain qui environne un jardin pourrait entretenir un rapport avec la distribution des jardins. Donc nous en passons à ce thème de la distribution des jardins en rapport de la ressource en eau. On ne va pas se gêner pour aller faire un petit tour à Vaux-le-Vicomte. Et voici à peu près la façon dont les choses se passent à Vaux-le-Vicomte. Tout d'abord, Vaux-le-Vicomte, le site de Vaux-le-Vicomte, caractérisé par deux rivières. Une qui sera canalisée dans le Grand Canal, et puis une autre, quasi perpendiculaire, qui s'appelle le Rue de Bobet. En fait, le Rue de Bobet n'est pas du tout utilisé à Vaux-le-Vicomte pour faire des jeux d'eau, ce qui est assez curieux, parce qu'on aurait pu réussir à le capter finalement à des altitudes tout à fait intéressantes. Ce Rue de Bobet va être dévié dans une galerie souterraine, un immense égout qui passe sous cette allée, qui bifurque un peu, et qui va ensuite se jeter dans le Grand Canal. Donc, cette eau, on ne l'utilise pas, on la met de côté et on la cache. Alors, pourquoi le Rue de Bobet n'a pas été utilisé ? En fait, il semblerait que tout simplement ce soit une eau qui crée des concrétions sans cesse. Quand on va dans l'égout où est canalisé le Rue de Bobet, on observe en fait comme des nappes successives créées en fait par le calcaire qui s'est déposé. Un peu comme ces paysages qu'on trouve en Turquie. Et puis, une boîte de conserve. Donc voici une boîte de conserve après juste quelques décennies. L'état dans lequel elle ressort, elle était dans l'égout, dans le fameux égout. Donc, a priori, pas génial pour aller mettre dans des tuyaux. Sans quoi ça laisse boucher assez rapidement. Donc comment ça se passe à Vaux-le-Vicomte ? Rapidement, il y a deux choses à Vaux-le-Vicomte. Dans un premier temps, on va chercher des sources qui coulent presque à la même altitude que l'endroit où on aurait pu aller capter le Rue de Bobet. On capte ces sources et on les envoie dans un réservoir qui va être ici. Première ressource en eau de Vaux-le-Vicomte, c'est ce qu'on va appeler le réseau nord. Le nord étant en bas de l'image sur ce plan du XVIIIe siècle.
Avec ce réseau nord, on va réussir à faire fonctionner ce qui est là, devant le château, de tout petits bassins. Et puis ensuite, ici, le parterre de la Couronne, le grand parterre, alors qui à cette époque a déjà perdu son bassin, mais voilà, le parterre et ses jets d'eau étaient là. Il y avait 2 autres bassins ici, un buffet là. Et puis, ici, à cet endroit-là, la petite cascade. Et puis ensuite, juste par gravité, il y avait les goulottes qui étaient dans ce deuxième parterre. Et puis à Vaux-le-Vicomte, pardon, autant pour moi, on peut rester ici, il y a un réseau nord constitué de multiples ressources. On en voit une ici, par là, quelque part par là, vous devez voir une source qui coule à ciel ouvert, là. Mais Fouquet avait fait aussi capter, probablement, puisque la géologie s'y permet, vous voyez là, on est sur un coteau faiblement abrupt, et la géologie se prête bien à ce que des sources coulent par là dans la région de l'Hercule. Et donc sous l'Hercule, en fait, il existe 3 immenses réservoirs souterrains dans lesquels on envoie de l'eau et dans lesquels on envoie de l'eau qui provient aussi de plus au sud encore, donc de par là, puisqu'ici il y a des petits aqueducs qui emmènent l'eau dans ces réservoirs souterrains-là. Et puis 4 km au sud, Fouquet a fait drainer entièrement ses forêts pour ajouter à cette eau-là. Donc un réseau nord et un réseau sud. Et le réseau sud, lui, sert à faire fonctionner, eh bien, tout d'abord, le bassin de la gerbe d'eau, et puis ensuite les fleuves qu'on ne voit pas dans cette vue en plan. Ça, c'est le plan d'André Le Nôtre, le plan de présentation conservé à l'Institut. Et puis ensuite, on espérait encore à cette époque-là avoir un jet ici dans cette partie en retour du canal, avoir un jet ici dans ce qui s'appelle la Poile, et avoir un jet dans l'Arpent d'eau. En fait, ces 3 jets-là ne vont jamais voir le jour. Mais si bien que, en fait, ce qui est assez intéressant de voir à Vaux-le-Vicomte, c'est que finalement, eh bien, les pièces d'eau avec jet d'eau, en tout cas jeux d'eau, sont concentrées au plus près de la ressource en eau, puisque ici, bon, on traverse des communs, etc. Le jardin commence ici, mais tout de suite, hop, on y place des pièces d'eau importantes, celle du parterre, celle de ces 2 petits canaux, toutes ces pièces d'eau ici du parterre, et puis la petite cascade ici. Et puis après, ça diminue. Là, dans cette partie-là, des effets un peu moins importants. Et donc, l'Arpent d'eau ne recevra, lui, jamais de jet, et ça, on n'arrivera pas à le faire. Ensuite, les choses sont alimentées au plus près des réservoirs. Et donc, on a la gerbe d'eau, qui est une pièce d'eau qui consomme beaucoup d'eau, qui a besoin de peu de hauteur, mais ça consomme beaucoup d'eau. Il y a beaucoup de jets, 20, 30, peut-être davantage. Donc, on a besoin d'une grosse quantité d'eau, faible pression. On est près du réservoir et il y a une différence de niveau entre les deux moins importante. Et puis, comme on a beaucoup d'eau ici, eh bien, tout de suite, on a placé là les fleuves, thème éminemment lié à la symbolique, cette fois hydraulique, les fleuves ici. Et puis, en face, quelque chose qu'on ne verra pas, qui est la grande cascade. Tout à l'heure, il y avait la petite cascade, et la grande cascade se trouve cachée ici. Ce qu'on remarquera aussi à Vaux-le-Vicomte, aussi, là je vous la fais remarquer, c'est cette séquence. C'est cette séquence par terre, grand canal avec partie en retour, donc c'est ceci, la partie en retour. Ensuite, les fleuves, avec un grand degré de part et d'autre des fleuves, puis le bassin de la gerbe d'eau, et enfin, ici, une statue colossale, dans le cas présent, un Hercule ou un Hercule gaulois. Si on s'amuse à comparer cette séquence avec, eh bien, finalement, le chantier d'André Le Nôtre qui vient tout de suite après Vaux-le-Vicomte, enfin un des chantiers qui vient immédiatement après, puisque en 1662, à Chantilly, on est déjà très actif. Eh bien, on observe exactement la même séquence, sauf qu'elle a été inversée. Elle a quasiment été inversée. Le bas passe en haut, le haut passe en bas. Et donc, on trouve une séquence avec, pour le moment, on passe sous silence le parterre, mais une séquence avec le grand canal et la partie en retour, qui peut aussi s'appeler à Chantilly la Manche.
On passe sur le parterre. Tout de suite après donc la partie en retour, le bassin de la Gerbe, puis les fleuves, donc les fleuves de Chantilly, voilà, on en a l'illustration ici, et les fleuves immédiatement au contact des fleuves, le Grand Degré, dont on devine la rampe ici, et ensuite, pour clore la séquence, une statue colossale. Alors, au XVIIe siècle, Henri de Montmorency. Aujourd'hui, le connétable Anne de Montmorency. Il y aurait eu finalement simplement inversion. Alors évidemment, le grand parterre ne respecte pas cette inversion de l'ordre de la séquence. En fait, pourquoi? Parce que si on avait vraiment voulu inverser la séquence, il aurait fallu mettre le grand parterre sur la rive droite du grand canal. Et là, ça faisait quand même un petit peu loin du château, puisque le château est ici. Donc le grand parterre, canoniquement, est quand même censé respecter une certaine proximité avec la maison. Donc voilà, on a fait une petite entorse, mais sinon, la séquence est absolument la même. Pourquoi, en fait, cette séquence, s'agit-il en fait d'une volonté de le nôtre de faire une référence à ce qu'il avait fait juste avant ou pas? Est-il contraint? En fait, si on regarde la ressource hydraulique de Chantilly, on s'aperçoit que le grand parterre est alimenté par un réseau qui n'est pas un réseau nord cette fois-ci, mais un réseau est, avec des sources qui sont captées dans les faubourgs de Senlis et qui sont captées depuis 1622, donc depuis avant qu'on ait eu la moindre idée de ce grand projet pour le Grand Condé. Donc là, on est dans le fameux aqueduc qui est construit en 1622 et qui va être réutilisé et à peine modifié. Voilà, ça fait 1,60 m de haut pour l'anecdote. Et une fois éclaté, voici ce que ça donne. C'est tout à fait courant comme ouvrage et assez révélateur avec une voûte simplement en plein cintre, et puis vous voyez ici une cunette rechargée de à maintes reprises, par un mortier romain, un mélange de chaux, sable et briques pilées. Et à force de le recharger, eh bien voilà, ça fait presque 30 cm d'épaisseur aujourd'hui. Et puis, alors je n'avais pas d'image pour Chantilly, ce type d'aqueduc. On l'a déjà pratiqué un petit peu avant 1622, puisque en 1614, l'aqueduc Marine Médicis est typiquement le modèle, et je vois que vous êtes assez heureux de retrouver Aurélia Rostin dans une activité sans doute que vous ne connaissiez pas. Et là, donc, c'est l'aqueduc Marine Médicis avec un de ses regards de Vigue. Donc, vous rentrez dans ce regard, vous descendez par un escalier et vous tombez dans la galerie qui se trouve à droite. Revenons à Chantilly. Notre aqueduc aboutit à cet endroit qui est le dernier regard, qui s'appelle le regard de Bacchus, et à un bassin de distribution qui est ce bassin circulaire que vous voyez devant le regard. Et c'est à partir de ce bassin ensuite que va être distribuée l'eau dans le grand parterre. Donc voici le parcours de l'aqueduc, les sources. Il y a plusieurs sources qui sont captées dans ce secteur-là. Ce qu'on voit ici, c'est Senlis. Et puis voilà, il emprunte ce parcours. À partir d'ici, il devient souterrain. Là, c'était en fait une large rigole à ciel ouvert. Et ça arrive ici au parc, vous voyez le Grand Canal, et nous arrivons donc ici, au regard de Bacchus et au bassin de distribution que nous avons vu avec l'image précédente. On se rapproche et on constate quoi en fait? Que donc notre eau arrive ici, à cet endroit-là, et que vous allez commencer à trouver ça assez logique maintenant. Évidemment, la pièce d'eau qui consomme le plus d'eau, mais qui n'a pas forcément besoin de beaucoup de différence de niveau entre son réservoir et la sortie de l'eau par l'ajutage qui va former le jet. Évidemment, on a placé le bassin de la gerbe d'eau au plus près de l'endroit où arrive l'eau. Et puis après, au fur et à mesure qu'on s'éloigne, les effets d'eau consomment moins d'eau, mais sont, éventuellement plus hauts. Ce qui va être le cas, en fait, des 10 bassins des miroirs qui sont tous dotés d'un jet identique qui s'élève à peu près à 5 mètres de haut, et la différence d'altitude entre ici et le fond du grand parterre, c'est 5,25 m.
Donc ça fonctionne extrêmement bien. Et puis les fleuves à Chantilly sont cachés ici de part et d'autre du Grand Degré. Et eux aussi ont finalement besoin de beaucoup d'eau, un gros volume d'eau, mais de peu de pression pour alimenter les nappes qui se trouvent donc devant ces divinités. Lorsqu'on reste à Chantilly, on va conclure sur ces questions de rapport entre la ressource en eau et éventuellement la distribution des pièces d'eau. On constate que les premiers projets, donc projet de Pierre de Desgaux, neveu d'André Le Nôtre, peut-être un projet qu'il met en forme pour son oncle. En tout cas, c'est un dessin autographe de la main de Pierre de Desgaux, comme je crois vous l'a démontré la semaine dernière Aurélia Rostin. Sur ce projet, ce dessin qui doit dater des années 1670, début des années 1670, on voit les premiers jardins. Donc, la ressource en eau arrive ici, au bassin de Bacchus, au regard de Bacchus. Et puis, on a donc des jardins ici avec des jets d'eau. Et puis, des jardins qui sont pour partie préexistants, qui sont récupérés du XVIe siècle, aussi finalement à proximité. Et puis au-delà, plus grand-chose, plus trop de jardins. En 1678-80, on décide d'aller cette fois-ci à l'ouest, de créer une machine hydraulique cachée dans ce pavillon. Donc c'est la fameuse aujourd'hui machine de Mans, qui permet donc d'avoir une machine hydraulique qui pompe ici, complètement à l'ouest. Et cette machine hydraulique du pavillon de Mans va permettre de renvoyer l'eau dans un réservoir qui n'est pas en fait exactement à cet emplacement-là. Et ça va donc permettre de créer des jardins. Vous voyez ici, avant sur le plan Desgaux, un territoire assez dénudé, de créer de tout nouveaux jardins avec la grande cascade, le grand jet, et puis ici l'ensemble cascade de Beauvais, Île d'Amour, etc., qui vont être réalimentés depuis là. Malgré tout, vous observez encore sur ce plan qu'on a un peu du mal encore à cette époque-là à raccorder les premiers jardins des nouveaux jardins à l'ouest. Mais petit à petit, ça va se mettre en place. Et donc le développement de ces nouveaux jardins depuis l'ouest se fait en commençant au plus près de la machine hydraulique qui se trouve donc précisément ici. Allons à Saint-Cloud pour observer quoi? La même chose en fait. À Saint-Cloud, donc le fameux aqueduc qui a fait l'objet de ce flop, pas très retentissant, un peu caché peut-être. Le fameux aqueduc amène l'eau dans le grand réservoir ici. Et après, à partir du grand réservoir, on distribue l'eau dans tout le parc et tous les jardins. Eh bien, à Saint-Cloud, le grand réservoir est là, mais où est le bassin de la Gerbe? Il est là, il est au plus près. Et ensuite, on descend. Les jets vont gagner en hauteur. On arrive au bassin de la petite gerbe d'eau. Donc la grande gerbe d'eau, vous imaginez que c'est quelque chose de beaucoup plus fourni. Et mais voilà, on va obtenir des jets d'une grande finesse, avec une élévation maximum. Donc semble-t-il, voilà, ça se passe un peu de la même façon, quel que soit l'endroit où on se trouve. Saint-Cloud, nous allons rester à Saint-Cloud pour passer cette fois-ci dans le domaine du terrassement. Alors on va commencer par le terrassement pour les nuls, avec des notions que j'ai toutes simples en fait. Voici le grand axe des jardins de Saint-Cloud tel que vous ne le verrez pas très souvent, puisque là on est situé dans un échafaudage qui permet de, entre guillemets, restituer la vue qu'on devait avoir depuis l'étage noble du château, qui a disparu, vous le savez bien. Et donc voici ce grand axe qui est composé autrefois d'un parterre d'orangerie, puis ensuite d'une allée, et puis après, l'endroit où nous étions juste avant. On revient ici. Donc voilà, cet endroit-là qui s'appelle la pièce des 24 jets.
2 fois 12 jets. Et puis au-delà, le tapis vert, et ensuite le bassin de la grande gerbe d'eau se trouve tout là-haut, vous voyez, sur la ligne d'horizon. Eh bien, ce grand axe des jardins de Chantilly, en fait, qu'on voit ici sur un plan qui date de 1735, qu'on doit à l'architecte Germain Éloi le Grand, est posé sur un coteau, lui, cette fois-ci, assez abrupt. Voici à peu près ce qu'était ce coteau, schématiquement. Et ici, vous voyez l'axe du grand axe. Eh bien, ce coteau, on va l'aménager de la façon suivante, c'est-à-dire, comment va-t-on s'organiser? L'axe, donc, on le veut ici. Là, on a coupé, on va dire, à l'endroit de l'allée de l'orangerie. D'ailleurs, en plein milieu de la photo précédente, de la photographie. Eh bien, on a d'abord commencé par construire un mur de soutènement à mi-pente. Et puis, derrière ce mur de soutènement, ici en pointillé, vous voyez le terrain naturel. Il a fallu remplir tout ça, mais on ne s'est pas embêté, en fait. On est allé chercher le remblai avec les déblais de cet ensemble de terrasses qui sont constituées sur la partie symétrique de cette très longue terrasse. Ce qui fait qu'en fait, le chantier de terrassement, là, il est tout simple. Déblais, remblai, pas de camion, pas de transport, pas d'émissions de CO2. Ça se passe par un transport de quelques mètres, simplement. On prend ici pour jeter ici dans le creux. Et voici comment on arrive à dégager une allée. Et si on revient à ce plan du parc de Saint-Cloud, c'est un plan que je date de 1695, c'est-à-dire un plan réalisé avant que le parc ne soit fini. Et on le voit, il y a certaines parties de projet sur ce plan. On est plein d'espoir à cette époque-là. Notamment ici, allée de la Balustrade. Et alors là, on arrive sur les coteaux qui descendent vers Sèvres. La manufacture occupe ce site aujourd'hui, et le musée serait à peu près ici. Donc vous connaissez peut-être cette topographie, une pente réellement abrupte. On espérait quand même en 1695 aller aménager ce dernier rond pour terminer cette allée de la Balustrade. Et puis ce qu'on voit ici, sur ce plan aussi, c'est là quelque chose d'assez étrange, comme un « je ne sais pas », on ne sait pas. Qu'est-ce qui va se passer en réalité? Eh bien, le rond-point projeté vers Sèvres n'a pas été réalisé. On en revient cette fois-ci au plan de Germain Éloi le Grand. On a pris un peu d'altitude. Et il est très bien ce plan parce qu'il vous laisse deviner la topographie. Donc vous voyez ici les pentes. Donc la pente de cette vallée qui remonte plein ouest, perpendiculaire à la vallée de la Seine. Et puis ensuite, évidemment, on se retourne, là on est sur les coteaux de la Seine, et puis donc là on remonte dans une sorte de talweg assez creusé, avec donc ici notre fameux grand axe, et puis ensuite ça repart comme ça, on retourne sur les coteaux de Saint-Cloud, où là dans la ville vont être aménagés tout un tas de jardins, ça c'est pour l'anecdote. Quoi qu'il en soit, le problème de terrassement vient directement impacter le projet, puisque 31 ans après la mort de monsieur, on constate que ce vaste rond projeté à l'extrémité ouest n'a pas pu être fait, parce que c'est probablement lié à la difficulté du terrassement de cet endroit-là, où aller chercher les déblais pour remblayer un énorme creux, une énorme pente. Et puis il se passe un peu la même chose ici, sur ce rond qui n'est pas tout à fait circulaire, et qui présente une face aplatie. Nous étions dans de grands jardins royaux ou princiers, mais si on prend l'exemple provincial de ce jardin qui s'appelle Saint-Marcel de Féline dans la Loire, nous sommes à 20 minutes au sud de Roanne, pas l'endroit franchement le plus touristique de France, bien que pratiquement le plus central. On est dans un jardin créé soit dans la première décennie du XVIIe siècle, soit dans les toutes dernières années du XVIe siècle. C'est quelque chose, un endroit tout à fait simple,
dans son organisation, assez peu connu. On le connaît simplement par deux plans. Le cadastre napoléonien, pratiquement vierge d'informations, et ce plan des années 1830, qui est en fait le cadastre napoléonien enrichi de certains détails. Vous voyez ici notre jardin, qui est ce jardin clos d'environ 3-4 hectares de surface. Et voilà, en 1830-38, voilà les informations que nous avons, pas grand-chose. Mais on devine ici une vaste pelouse, peut-être un canal, des arbres, une vigne, et le reste est connu, c'est le cimetière du village, le château, la cour des communs. Voilà, malgré tout, pour des raisons assez évidentes de datation stylistique, on voit bien qu'on se trouve entre le XVIe et le XVIIe siècle, avec ce pavillon d'angle du jardin, donc le pavillon sud-ouest. Et voici la structure du jardin, enfin de la partie jardinée. Donc là, on est dans la partie ouest. Je n'ai pas représenté toute la partie clos de mur qui s'étend aussi dans cette partie-là. La composition est toute simple. Une allée principale. On franchit les communs. C'est une solution avec commun entre le château et les jardins. Donc on franchit les communs et puis on trouve simplement une allée, des parties jardinées. Donc ici, un boulingrin, une partie en creux, dont on sait grâce à les sondages archéologiques qu'il était entouré de petits murets en maçonnerie à l'origine. Cette allée-là, on ne sait pas trop. Elle est attestée par des vestiges d'escalier qui étaient là, mais bon, les vestiges d'escalier, c'est un escalier de réemploi à la limite fin 19e, enfin vraiment quelque chose fait bricolé, quasiment bricolé. Et on continue, donc notre canal, un autre pavillon d'angle qui répond à celui qu'on a vu en photo précédemment, et une autre partie ici occupée avec des buis, beaucoup de buis, mais au début 17e, je suis absolument incapable de vous dire ce qu'on trouvait à cet endroit-là. Quoi qu'il en soit, bon, on constate que la composition de ce jardin est tout simple, c'est un système de lignes parallèles à ce mur de clôture ici, ou perpendiculaires pour ces axes-là, et puis finalement ce vaste rectangle a été divisé en rectangles plus petits comme celui du canal ou celui où on trouve ce massif de buis aujourd'hui. Et voici une image qui vous donne une petite idée de la topographie. Donc le jardin est implanté en haut d'une colline, sur une butte. On est dans les monts du Forêt. Donc ce sont comment dire, des dômes successifs assez marqués. Et ce jardin est pratiquement au sommet, puisque elle est cachée là, par cette photo, par la pile. Mais il y a une chapelle ici dans l'angle, cette fois-ci nord-est du jardin, qui marque donc un des angles du jardin, et elle est exactement au sommet de la colline, de même que le cimetière est exactement au sommet de la colline. Donc on est très très haut, mais on est quand même à flanc de colline, ce qu'on peut un peu deviner ici. Vous voyez ici, vous devinez de la pente. Alors, comment s'est passé ce chantier pour faire ce jardin ? Voici le terrain probablement tel qu'il se présentait. À l'origine, nous sommes sur notre butte, qu'on devine donc ici, et puis en face, la butte voisine. Dans un premier temps, que va-t-on faire ? Construire le mur de clôture, mais on le fait très haut de ce côté-là, parce que ça va être aussi un mur de soutènement. Et le terrain, là, pour le moment, c'est le terrain naturel. Et que va-t-on faire à Saint-Marcel pour créer le jardin ? Eh bien, on va simplement créer donc ce boulingrin qui est une figure en creux. Et donc, ce qu'on va extraire d'ici, on va le jeter là pour remplir, parce que vous voyez, avant, c'est beaucoup plus haut. Après travaux, eh bien, c'est plus qu'un muret d'appui, un parapet. Et le canal, c'est pareil, là je l'ai laissé vide pour qu'on voit, mais c'est une figure en creux. C'est une figure en creux finalement à l'endroit où on en a le plus besoin, parce que si on veut arriver au niveau du jardin projeté ici, il faudrait tout remblayer. Donc on a mis le canal finalement ici pour aussi faciliter le chantier de terrassement. On a un creux ici, nous arrange bien, ça fait moins de remblais à amener. Et finalement, les déblais qu'on a extraits pour finir de mettre en forme le canal, hop, on les a jetés ici, sur cette allée,
Et ainsi donc, on a une promenade périphérique à hauteur, parfaitement de niveau, avec un parapet à hauteur d'appui. Et puis par contre, cette partie-là, assez mystérieuse, on la laisse finalement brute. Ça reste le terrain naturel. Et puis ensuite, après, à droite, on retombe sur le terrain naturel, là aussi. Et voilà ce que ça donne. Alors aujourd'hui, le jardin ressemble à ça. Alors, outre l'organisation assez méthodique, judicieuse, intelligente du chantier de terrassement, qui permet d'expliquer aussi la forme du jardin, le canal au plus près du mur formant parapet, le boulingrin en creux, finalement lui aussi au plus près de l'endroit qu'on aurait eu besoin sinon de beaucoup remblayer. Ça permet malgré tout de créer des effets esthétiques, des effets paysagers, quelque chose d'intéressant. Ça dégage cette promenade ici le long du mur parapet, et cette promenade en fait ça sert à ça. Ça sert à regarder ce paysage qui est tel que aujourd'hui, et donc ça permet d'avoir cette promenade d'un pavillon jusqu'à l'autre et de regarder le paysage depuis un point haut. Certains auront peut-être remarqué que ce n'était pas tout à fait un système de lignes parallèles et de perpendiculaires, ce jardin de Saint-Marcel de Féline. Alors, certes, on est fin 16e, début 17e. On pourrait supposer que ce que vous voyez avec ce plan, c'est-à-dire un défaut d'équerrage assez extraordinaire, puisque là, on n'a pas du tout un angle droit, là non plus, mais là non plus serait lié à un bagage technique qu'on n'a pas, un problème d'implantation, de lunettes qu'on n'a pas, de techniques qu'on ne maîtrise pas, peut-être. Pour le moment, on va lui laisser le bénéfice du doute à ce jardin, mais en tout cas, je vous demande de retenir cette caractéristique de ce défaut d'équerrage. Il existe un autre jardin qui n'est plus du tout une réalisation provinciale du tout début du XVIIe siècle, qui présente un défaut d'équerrage, oui, un peu connu par certains d'entre nous, je suis sûr. Et ça nous ramène à Chantilly. Ça nous ramène à Chantilly avec le défaut d'équerrage qu'il existe entre le Grand Canal et la partie en retour qui s'appelle la Manche. Je ne sais pas si vous arrivez à voir sur cette vue que, entre guillemets, c'est pas d'équerre. C'est ce qui explique cette vue un peu rapprochée. En fait, le défaut d'équerrage est de 3,6 degrés. C'est pas rien, 3,6 degrés. Vous voyez, même avant que je vous l'indique, on le voit de façon tout à fait évidente. Bon, alors pourquoi ce défaut d'équerrage à Chantilly? Avec cette vue, nous avons tenté de restituer ce qu'était le terrain naturel avant les grands travaux d'aménagement du site de Chantilly. Donc, le jardin de Chantilly occupe une bonne partie de la vallée de la Nonette, de la vallée creusée par la rivière que vous voyez ici, qui s'appelle la Nonette, et qui a creusé cette vallée que vous devinez grâce aux courbes de niveau qui sont représentées ici. Le jardin va être aménagé par là. Le château va être posé ici, à la pointe de, vous voyez, cette excroissance qui est en fait rocheuse. On est sur du dur, là. Ce que vous voyez aussi tout de suite sur cette vallée de la Nonette, c'est qu'elle est parfois rejointe par des vallons secondaires qui sont ici ou là. J'ai représenté ici l'axe nord-sud du jardin, et puis ici, l'axe projeté perpendiculaire, si jamais on était dans le cas d'une perpendicularité parfaite. La même chose, mais cette fois-ci avec, en bleu, la flèche bleue, l'axe, en fait, de la vallée, l'axe moyen général de cette vallée de la Nonette, qui, vous voyez, n'est pas du tout concordant avec l'axe perpendiculaire qu'on espère faire. Et puis voilà, si on superpose avec le jardin tel qu'il a été réalisé, on constate que voilà, l'axe perpendiculaire est là. Et puis le Grand Canal est là avec donc son défaut d'équerrage de 3,6 degrés par rapport à la Manche,
et à l'axe nord-sud. Et on comprend en fait avec cette vue que l'axe moyen de la vallée étant celui-ci, eh bien le Grand Canal, on l'a fait tourner dans le sens anti-horaire pour essayer de le faire passer dans la topographie existante, parce que voilà, on lui donne le maximum de longueur possible à ce Grand Canal, mais au bout d'un moment, eh bien ici, on tape sur le coteau. Et pas de chance, ce coteau-là, c'est du rocher, c'est la même pierre qui est extraite pas très loin de là, à Saint-Maximin, qui va servir à construire énormément de choses à Paris, donc un calcaire assez dur. Et donc, au bout d'un moment, il devient plus facile de faire pivoter l'axe du Grand Canal pour ne pas avoir ici à trop terrasser. Et puis finalement, au bout d'un moment, ça c'est l'autre chose qu'on voit sur ce plan, si on avait prolongé le Grand Canal, évidemment, ça devenait totalement impossible. Donc, on introduit cette cassure ici et cette seconde section du Grand Canal qui permet de récupérer, vous voyez ici on est plus près de finalement l'axe naturel, naturel de la Nonette. Donc en fait, dans le cas présent, le défaut d'éclairage s'explique non pas par une erreur, par un manque de maîtrise technique, mais bien par une volonté d'adapter le chantier à des réalités de terrain. On remarquera avec cette vue, au passage comme ça, rapidement, que donc dans les premières idées de ces jardins de Chantilly, vous vous souvenez du lit naturel de la Nonette, eh bien, on en voit encore de façon évidente la trace sur ce plan de Pierre de Dégaut, puisque la Nonette, le cours naturel de la Nonette, il est là. Et puis après, il est récupéré dans ce canal-là, qui s'appelle le canal aujourd'hui des Morfondus, autrefois le canal des Brochets. Et puis après, si on prolonge cet axe, bien on retrouve la Nonette naturelle, puisque là on a une espèce de cours d'eau qui a un cheminement on ne peut plus naturel. Évidemment, ce défaut d'éclairage, quand on est sur le terrain, on ne le perçoit pas du tout. Sur cette photo, rien du tout. Là, elle est penchée vers la droite, mais c'est entièrement de ma faute. Et voilà. Alors, c'est un cas d'adaptation du projet aux réalités du terrain à Chantilly. Rapidement, je passe sur cet exemple, mais c'est un autre exemple tout à fait intéressant. C'est le cas de ce rêve, en fait, de ce projet, d'avoir de l'eau tout autour de la terrasse du connétable et de l'avant-cour. Puisqu'en fait, il y a trois cours. Cour du château, cour, terrasse du connétable, et puis avant-cour. Là, vous voyez un des premiers projets probablement faits dans l'agence de Hardouin-Mansart. Et donc, on espère avoir une symétrie par rapport à notre axe, avec de l'eau à gauche et à droite. Or, les choses ne vont pas se passer comme ça, parce que ce qui va être réalisé, c'est ça. Et donc, l'eau, certes, on l'a autour du château, elle y était déjà, mais la symétrie avec de l'eau ici, on ne l'a pas du tout. Et vous voyez qu'ici, en fait, on est à sec, et ce qui va être réalisé, c'est ce qu'on voit sur cette image. Donc, l'avant-cour, ici, l'eau qui est là, présente déjà avant. Et puis, ce qu'on espérait avoir ici, c'était de l'eau. Or, c'est pareil, ici, le terrain géologique, c'est du rocher très très dur, très difficile à terrasser. Et puis surtout, on n'a pas de site d'évacuation des déblais là. Où aller jeter les déblais? Il n'y a pas de site d'accueil, puisque la terrasse à cette époque-là, elle est déjà pleine, et la terrasse, c'est du rocher. Donc, on a préféré revoir le projet et l'adapter en créant ce qui s'appelle le fossé sec, ici, à Chantilly. Alors, y a-t-il des cas où le dessin est tout puissant et l'emporte sur toute autre considération, et on arrive à s'extirper, s'extraire, s'affranchir de la contrainte technique? Je reste à Chantilly, bien pratique, puisque voici un dessin réalisé
par Étienne Poncelet, architecte en chef des monuments historiques. Que nous explique ce dessin? Là, on est dans la partie ouest des jardins de Chantilly. On quitte un peu le grand axe, le grand parterre. C'est ce que généralement on appelle un tracé régulateur. Donc là, globalement, qu'est-ce que ça nous explique? Qu'entre les différents bassins qui ont existé dans la partie ouest des jardins de Chantilly, il y a un rapport de proportion, des rapports d'alignement, des relations géométriques d'un bassin à l'autre. Donc voici là le bassin de la Gerbe. Et puis donc voilà, ici on a un trait qui passe au milieu de ce bassin-là, et puis ça se prolonge, et on arrive là au centre de la cascade de Beauvais. Et ce type de tracé, vous voyez, est multiplié. Vous voyez bien qu'ici on a deux bassins de même diamètre, que ces deux bassins voilà, se répondent ainsi. Bref, une sorte de logique géométrique, une sorte de jeu qui, semble-t-il, là, dans le cas présent, on a cherché à pousser assez loin. On s'est amusé. Voilà, ça c'est pour Chantilly. On retourne au 24 Gai à Saint-Cloud. Ce genre de jeu, alors, semble-t-il, n'est pas exceptionnel, c'est assez couramment pratiqué, les 24 Gai à Saint-Cloud. Là, on arrive à des dessins assez anciens que j'avais faits. Comment ça marche, les 24 Gai à Saint-Cloud? Il y a le bassin de la Petite Gerbe, qui est ce bassin polylobé que vous voyez en bas à droite. Il y a tout un tas de méthodes pour tracer un bassin polylobé au XVIe siècle. Probablement, on n'aurait pas procédé comme ça. En tout cas, là, à Saint-Cloud, on a procédé comme ça. Vous devinez un carré dans le bassin polylobé. Et là, alors, ce dessin utilise le carré et puis le triangle équilatéral. On trace un premier cercle avec un triangle équilatéral inscrit dedans. Et puis un deuxième, et vous voyez évidemment nos deux cercles se croisent. Et hop là, on tire une droite à l'endroit où ça se croise. Ça va faire le premier côté de notre carré ici. Et ce procédé, alors ensuite, il n'y a plus qu'ici là à tracer un cercle d'un diamètre 2 fois plus petit que le premier cercle, dans lequel est inscrit un triangle équilatéral. Et puis on reproduit ce procédé 4 fois pour faire les 4 côtés, et puis on efface les traits de construction, et on obtient ça. Ça, c'est pour le bassin. Mais la pièce des 24 Gai à Saint-Cloud, elle est aussi inscrite dans un triangle équilatéral de même centre que le premier. Ça, c'est le bassin de la Petite Gerbe. Notre premier triangle équilatéral est là, puis il y en a un grand là. Et puis évidemment, il y a d'autres choses. Le bassin permet de déterminer les largeurs des allées qui partent dans le parc. Et puis le bassin de la Petite Gerbe qui est là, il est aussi un peu central, et il y a cette chose-là sur laquelle on va un peu revenir tout à l'heure à la fin. Vous voyez un rapport de proportion entre différents bassins. Et puis quand on regarde ce plan qui date de 1738, donc il y a une époque où le parc n'est pas fini, mais il ne sera jamais fini, on constate quoi? Qu'on commence à deviner ici, vous voyez là, dans des allées plus larges, l'amorce d'un carré. Ce qui voudrait dire que, si je ne me suis pas trompé, l'ensemble du parc reprend ce principe du triangle équilatéral et du carré, et que les allées principales du parc, eh bien, elles répondent aussi à la partie carrée du bassin de la Petite Gerbe, vous voyez. Et finalement, si on prend le rapport qui unit bassin de la Grande Gerbe, bassin de la Petite Gerbe, eh bien l'un est le centre de notre triangle équilatéral, mais l'autre est le centre de notre carré, puisque là, c'est là que se croisent les diagonales. Voilà. À quoi ça sert? Est-ce que c'est fait simplement pour exciter la curiosité des archéologues du XXIe siècle? J'en sais rien. Honnêtement, je n'en sais absolument rien. En tout cas, semble-t-il, ça a existé, ça a été pratiqué. D'autres choses ont été pratiquées, tout aussi intéressantes. L'un des avantages qu'on peut voir à ça, en fait, se passe au niveau du piquetage sur le terrain. On revient à la phase chantier. Voici une planche donc du traité des Alliés d'Argenville qui explique comment on réalise les piquetages, les implantations. Dans le cas d'un parterre, on procède à une mise au carreau. Voici le projet dessiné sur le papier. On fait une mise au carreau, on reporte sur le terrain, et puis après, grâce à ce système de carrés, eh bien, on arrive à reproduire le dessin avec une précision pas absolue. Ce que nous explique la partie de droite, c'est quand on passe à une autre échelle que celle du parterre, qui est quelque chose finalement d'assez réduit. Donc on est là à l'échelle du bosquet, quelque chose d'un peu plus vaste. La logique est tout autre, plus de mise au carreau,
mais une logique géométrique. Qu'est-ce qu'on voit sur ce bosquet assez simple? Eh bien, qu'on a un système de diagonales, un rectangle inscrit dans un rectangle, et finalement, qu'est-ce qu'on a fait sur le terrain? On a reproduit le tracé régulateur. Et ça permet d'avoir une précision absolue. Preuve en est, notre grande perspective des jardins de Saint-Cloud, lorsqu'on a eu la chance de faire des travaux sur la pièce des 24 G, on s'est aperçu que l'angle ici, de la pièce des 24 G, qui correspond à un des 3 angles de notre triangle, est parfaitement symétrique par rapport à cet autre angle-là. Et le triangle équilatéral, alors après, au-delà, il faudrait sortir du plan et aller à la pointe du tapis vert. Ça, c'est un triangle équilatéral parfait, précis, à moins d'1 centimètre. Précision infracentimétrique. Par contre, c'est complètement différent pour cette partie-là du jardin, où le système est plus simple, un axe, des parallèles. Typiquement, c'est la chose qu'on a demandé au jardinier de reporter sur le terrain, avec ses moyens à lui. Pas forcément une lunette super performante, mais peut-être simplement un cordeau, ça suffisait. Et en fait, cette allée ne se présente pas tout à fait comme ça. Vous avez ici donc les petits murs de soutènement qu'on voyait tout à l'heure sur la partie en coupe, l'axe, et puis ici de nouveau le grand mur de soutènement, mais qu'on voit en plan. Mais en fait, c'est pas du tout parallèle à Saint-Cloud. Ça se présente comme ça. Il y a une erreur d'implantation de 56 cm, là. C'est-à-dire que là, il y a 56 cm de plus par rapport à l'axe que là, au début de l'allée. Donc ça, typiquement, c'est le genre d'erreur liée à l'implantation. Et au moins, le tracé régulateur, pour celui qui le connaît, bon, enfin, au moment où on commence le chantier, ça permet d'être absolument précis. Et peut-être la précision était quelque chose de beaucoup plus important au XVIIe siècle qu'aujourd'hui. Alors, il faut bien aboutir à quelque chose. Et ces affaires de tracé régulateur vont peut-être nous permettre cela. Un dernier tracé régulateur, une figure géométrique qui se trouve dans la grande perspective de Meudon, cette fois-ci. Alors, début d'aménagement au XVIe siècle, là aussi, mais surtout énorme campagne de travaux pour Abel Servien, surintendant des finances de Louis XIV, en même temps que Fouquet. Il y avait 2 surintendants des finances. Fouquet, vous savez comment ça se finit en 1661, et puis Abel Servien, il était aussi surintendant des finances, même niveau de responsabilité. Coup de chance, je ne sais pas, il meurt en 1659 avant que son projet soit fini, mais sinon, c'est tout à fait certain que ça allait se finir de la même façon, parce que son projet est de la même ampleur que celui de Fouquet. D'ailleurs, ce que je crois, c'est qu'il fait appel au même maître d'œuvre au début, Louis Levaux. Enfin bref, passons. Ça, c'est donc la grande perspective de Meudon. On peut l'observer ici depuis la grande terrasse. C'est là où était posé le château vieux. Le château neuf étant celui qui reçoit aujourd'hui la grande coupole de Meudon. Le château vieux, lui, a disparu en 1792 à la suite d'un incendie. Voici en plan cette grande perspective. On va s'intéresser à cette partie-là, donc la grande terrasse. Vous voyez ici le château vieux, parterre de broderie, bassin à l'extrémité du parterre, et devant, donc, le reste de la grande terrasse. En fait, la seconde moitié de la grande terrasse est occupée par une avant-cour assez étendue. C'est tout ça, la grande terrasse. L'espace de la grande terrasse, aujourd'hui, c'est ça. Alors complètement dépouillé, mais c'est là qu'on vient se détendre lorsqu'on habite Meudon et qu'on n'a pas la chance d'avoir un jardin. Et c'est malgré tout très très beau parce que ça dessine une ligne de perspective, une ligne d'horizon, pardon, absolument graphique, c'est merveilleux. Et puis on y trouve aussi voilà, des vestiges, plus que des vestiges, de gaines décoratives 17e. Elles sont 17e, celles-ci, absolument fabuleuses. Un objet de décor architectural fabuleux. Enfin bref, nous en arrivons à notre grande terrasse, donc en haut, telle qu'elle était, et en bas, à peu près telle qu'elle se présente aujourd'hui. Plus de château, plus de parterre, plus de bassin. Par contre, restent tous les murs de soutènement qui soutiennent cette grande terrasse. Et puis ensuite, ici, on part sur l'avenue du Château.
on se rapproche. Un jour, en fait, l'une de mes stagiaires m'a demandé mais si on devait replacer le bassin rond du parterre, j'imagine elle devait un peu fantasmer sur les projets de restitution, comment on ferait pour savoir bien le placer et correctement le dimensionner. Bon, et puis on est parti sur ça. C'est-à-dire que simplement, bon, on sait qu'il y a un autre bassin ici. On sait qu'à Meudon, Abel Servien va demander à Louis Levaux de lui faire un salon ovale, exactement comme à Vaux-le-Vicomte. Donc il y a un salon ovale ici. Et on s'aperçoit dans un premier temps que voilà la distance qui va du salon ovale au centre du bassin, eh bien en fait, elle a une ligne médiane, c'est exactement la ligne médiane là, eh bien cette ligne médiane elle va à ce bassin là. Ok, ça c'est la première chose. Mais alors bon, voilà. Si on trace un premier cercle, celui-ci, on part du salon ovale, on va à notre bassin. On trace cette fois-ci un cercle 2 fois plus petit, là. Et puis hop, on le reporte là en haut. Ah, évidemment, on s'aperçoit que ça correspond au cabinet de treillage qu'il y avait là. Donc on a divisé le diamètre de notre cercle par 2, là. Cette fois-ci, on le multiplie par 2. Oh, eh bien, on va cette fois-ci, là, notre grand cercle, voilà, on le reporte ici, et ça nous donne exactement la ligne médiane là, qui va couper le saut de loup, qui est sur la grande terrasse. Donc le saut de loup étant tout ça, allons plus loin. Eh bien, on fait un peu plus que doubler. On s'aperçoit que notre système de cercles jumeaux, comme ça, détermine la longueur totale de la grande terrasse, puisque la grande terrasse, elle s'arrête ici, là, à l'escalier qui mène accès à la salle fraîche, qui existe toujours, la salle fraîche. Et elle s'arrête à l'opposé, à l'est, côté est, ici, à de nouveau un saut de loup, un pont qu'il faut franchir pour entrer sur la grande terrasse. Ok, donc on a vu Abel Servien, Fouquier, Louis Levaux, même époque, même concepteur. On retourne à Vaux-le-Vicomte, grand parterre de Vaux-le-Vicomte. Qu'est-ce qu'on remarque à Vaux-le-Vicomte? Que notre ligne médiane qui sépare le salon ovale du bassin là-bas, on la retrouve, elle est là. C'est l'axe qui va vers le parterre de la Couronne. Et puis, il est marqué ici, vous voyez, par ce petit motif en retrait, en redans. Et puis, par cette autre fontaine qui est là et qui termine l'axe, qui est finalement cousine de celle qui est sur notre axe médian à Meudon. Ça, c'est un plan qui est conservé à Stockholm, qui montre simplement la même chose. Vous voyez que cette partie ici, là, en retrait, est marquée. Donc l'axe médian est aussi marqué. Donc semble-t-il, à Vaux-le-Vicomte, ça fonctionne de la même façon. Malgré tout, on sait, parce que l'anecdote a été notée, abondamment notée, que le site d'origine de la grande terrasse était celui-ci, à peu près celui qu'on devine sur cette gravure, c'est-à-dire le château préexiste, hein, Levaux va le remanier. Mais donc la cour était fermée par ce mur, parce qu'au-delà, vous voyez, eh bien, ça descend. Il y a un ravin, en fait, assez prononcé. Et l'anecdote qui a été notée, c'est que la maison de Primatis se trouvait, qui est intervenue plus tôt à Meudon, se trouvait là et a été ensevelie sous la grande terrasse au moment où Abel Servien fait réaliser la grande terrasse. Et la grande terrasse est venue couvrir ce ravin et tout remplir. On le voit assez bien aujourd'hui. Le mur de soutènement de la grande terrasse, il est là. Et donc, le ravin, vous voyez, il est quelque part par là. Et puis après, on s'éloigne de l'axe du ravin, on remonte. Et puis là, on arrive à l'extrémité de la grande terrasse. Ça monte quand même pas mal. Schématiquement, ça se présente comme ça, hein, la grande perspective de Meudon. La grande terrasse est là. Et en fait, elle vient, vous voyez, supprimer ce ravin. Et puis, bon, la perspective descend. Ici, étang de chalet, tapis vert. Et puis là, on est aujourd'hui à Meudon-la-Forêt. De l'autre côté, ça, c'est l'avenue du Château qui redescend sur Bellevue, etc. En tout cas, ce qu'on voit sur cette coupe schématique, c'est que la grande terrasse, sa longueur aussi, elle est bien pratique parce qu'elle permet de relier finalement un sommet à l'autre. Et on n'est pas allé au-delà, on ne s'est pas arrêté avant, mais en tout cas, qu'est-ce qui détermine la longueur de notre grande terrasse? C'est notre système de cercles jumeaux ou alors c'est cette donnée là purement technique?
Alors, on va retourner à Saint-Marcel-de-Féline. Autre exemple, vous vous souvenez du défaut d'équerrage? Alors, est-ce que c'est parce qu'on était fin 16e, début 17e qu'on maîtrisait mal les choses? Je ne sais pas. En tout cas, sur l'un des bâtiments de commun qui respecte ce défaut d'équerrage, puisque tout là-bas suit ce défaut d'équerrage, y compris les bâtiments de commun qui jouxtent donc le jardin. Et bien, sur l'un de ces bâtiments de commun, il y a un cadran solaire. Et je remercie les associations qui s'occupent en France de cadrans solaires de m'avoir fait remarquer qu'en fait, ce cadran solaire qui est là est un cadran solaire plein sud. C'est-à-dire que l'orientation du mur, là, elle est plein sud. Et donc, puisque ce bâtiment de commun respecte le défaut d'équerrage, est-ce que ce défaut d'équerrage complet du jardin de Saint-Marcel-de-Féline ne serait pas lié à la recherche d'une orientation plein sud solaire, qui n'est pas la même qu'une orientation plein sud magnétique, évidemment, peut-être. Voilà. Et donc, pour en finir, dans cette histoire de peut-être fusion du terrain, des contraintes du terrain et du dessin, on va aller une dernière fois à Chantilly. Voici le grand parterre. Vous voyez que c'est pas tout à fait rectangulaire, c'est pas tout à fait, comment dire, c'est pas tout à fait inscrit dans un vaste rectangle parfait. C'est resserré de ce côté-là. Ce qu'on voit un peu mieux sur la vue qui suit ici, vous voyez, les deux compartiments de notre grand parterre, ils sont resserrés là, au sud. C'est moins large. Alors depuis quelques années qu'on s'intéresse de près à Chantilly, tout le monde pense que c'est quoi une anamorphose perspective, ok, d'accord, pas exclue, ou en tout cas une perspective peut-être ralentie pour se jouer comme ça du rétrécissement qu'imposerait la perspective. Donc voici ce que ça donne. C'est, comment dire, ça prend la forme d'un secteur angulaire. Et donc, vous voyez, il y a les deux canaux qui encadrent les deux compartiments du grand parterre. Et là, on voit bien qu'on commence à prolonger les lignes qui sont les axes des deux canaux qui contiennent le grand parterre de Chantilly. On va essayer de savoir qu'est-ce qui se passe là en dehors de la photo et on va aller assez loin au sud. Et ça donne ceci. Il y a un endroit où ça se rejoint. C'est assez loin, hein, on est à plus de 4 km, et ça se rejoint pas n'importe où. Vous voyez, ça se rejoint ici, sur un coteau assez abrupt, et sur ce qui était la limite, ce qui était la limite du domaine depuis que le Grand Condé s'est amusé, enfin comment dire, non c'est pas amusé, mais a acheté tout ce qu'il pouvait comme terrain jusqu'à constituer un domaine aujourd'hui encore aujourd'hui de 7000 hectares. Donc ça se rejoint ici. Et puis après, il y a une rivière, il y a un coteau assez abrupt, il n'est pas allé plus loin, il n'a pas acquis les terrains sur l'extrémité. Si on se rapproche, donc voilà, ça se rejoint ici, à un endroit qui s'appelle le carrefour de... Enfin, c'est marqué là. On voit mieux ici ce vallon, cette fois-ci assez abrupt. Vous voyez les lignes de niveau très resserrées. Et puis, évidemment, la forêt s'arrête là. Après, on est sur autre chose, un autre type de paysage. Si on enlève nos traits de construction, ce qui est assez incroyable, c'est que sur la carte IGN au 1/25 millième, aujourd'hui, on voit encore quoi? Deux petits bouts d'allées, alors qui ne sont pas prolongés, mais qui existent là toujours et qui correspondent bien à notre secteur angulaire. Voilà. Alors, c'est un exemple, je crois, assez parlant de ce jeu entre technique, maîtrise du terrain, maîtrise de la géométrie et fusion de cet ensemble dans une espèce de recherche de complexité. Certes, alors, peut-être il n'y a pas de grande révolution technique dans le domaine des terrassements et de l'hydraulique au XVIIe siècle. L'histoire du niveau, ok, on l'a noté avec le Grand Canal de Versailles, vous avez vu ce que c'est devenu. En matière de technique hydraulique, le XVIIe siècle apporte deux grands changements, simplement. L'invention du tuyau en fonte en 1672. C'est une révolution technique, invention française, 1672. Et puis l'autre grande contribution technique
hydraulique du XVIIe siècle. Ce sont les tables de calcul de l'abbé Mariotte pour calculer les hauteurs des jets d'eau, les consommations, etc. Ce qui permet de faire des choses beaucoup plus précises et de dimensionner les réservoirs, d'estimer les hauteurs de jets d'eau, les consommations, etc. Donc, peut-être il n'y a pas eu de grande révolution technique. En tout cas, je crois que ce qui est assez intéressant, c'est la relation entre cette relation assez intime entre la technique et la façon dont on se joue du terrain, dont on s'y adapte. Et finalement, on en vient à se demander si la part du génie des concepteurs n'a pas quelque chose qui va se cacher dans cette aptitude à combiner et se jouer de ces contraintes du terrain, des atouts aussi du terrain. Il y a des terrains qui ont des atouts, de la présence de l'eau, ou au contraire de son absence, de son éloignement, mais aussi du désir des commanditaires, forcément, du besoin de surpasser les maîtres d'œuvre concurrents. Et il est bien possible que ça, cette espèce de complexité du travail du créateur de jardin traverse les siècles. Parce que cette fois-ci, on va aller sur le terrain du créateur de jardin, ingénieur. Les Buttes-Chaumont, 19e siècle, Second Empire, archétype du jardin d'ingénieur. Qu'est-ce qu'on a sous les yeux Une photo de Marville pendant le chantier. Alors vous savez, le chantier des Buttes-Chaumont, inauguré pour l'exposition universelle de 1867, des terrassements gigantesques, des milliers de mètres cubes terrassés. Ce que nous explique cette photo, pour un œil un peu averti, c'est qu'en fait, tous ces déblais, toutes ces mauvaises terres, tout ce mauvais terrain, toute cette roche soluble et de mauvaise qualité qu'on a terrassé pour niveler, pour créer des modelés de terrain, plutôt que de l'évacuer, on a eu recours à ça. Ça, c'est le grand rocher du parc des Buttes-Chaumont, le rocher central. Mais alors, ce n'est pas simplement la figure paysagère la plus extraordinaire, la plus spectaculaire de ce jardin, c'est le silo gigantesque qui a reçu tous les déblais, tous les gravats du chantier, les milliers de mètres cubes du gravat du chantier. Là, vous le voyez sur cette photo, c'est encore un peu en chantier. Je vous fais remarquer ici, juste cette photo, la différence de texture entre le rocher naturel présent géologiquement au Buttes-Chaumont, ici, vous voyez, celui avec lequel on fabriquait du plâtre. Et puis au-dessus, ça n'a pas la même texture. Et en fait, je suis heureux de vous présenter ce dessin parce que son auteur est présent dans la salle, c'est Christophe Ferodolos, et vous expliquera comment on a fait les Buttes-Chaumont. Vous avez ici donc le substratum naturel du rocher, du gypse, avec ses différentes strates. Et puis ça s'arrête à un niveau. Donc ici, on a du rocher déjà naturellement présent, mais qui ne fait que la moitié de notre grand rocher, parce que par-dessus, on met un gros habillage de faux rochers, et puis là, à partir d'ici, on est dans le vide, on est dans l'air. Donc on construit un mur de soutènement très très épais qui est habillé en faux rochers à la fin. Et puis tout en haut, évidemment, le temple inspiré de celui de la Sibylle de Tivoli. Et donc en fait, derrière cet énorme mur de soutènement, on est venu entasser tous les déblais du jardin des Buttes-Chaumont. Et donc on comprend un petit peu mieux ainsi cette image, la différence de texture des différents rochers. Et on commence à le sentir ici, on voit encore finalement les ateliers de terrassement, les petits godets qui ont apporté tous les déblais. Et ici, dans l'aspect du terrain, on voit bien que tout ça, c'est du déblai fraîchement mis en œuvre et qui remplit en fait tout ce volume. Alors derrière cette apparence d'un élément de jardin absolument spectaculaire, ce rocher très haut, est caché une astuce des concepteurs que je trouve absolument fabuleuse. Et là, le concepteur ingénieur qu'on imagine
technicien un peu brutal, peut-être, se révèle être en fait un artiste doué d'un génie, capable de rivaliser avec celui des Lenôtre, Hardouin-Mansart et Levaux, ce qui a pu faire dire qu'on a conféré à ces concepteurs de jardin le qualificatif de démiurge. Et en fait, c'est bien peut-être qu'il y a dans leur ambition une sorte de tentative de rivaliser avec Dieu. Je vous remercie de votre attention.